Au début du XXe siècle, la Russie accuse un gros retard sur les autres puissances internationales. Le tsar Nicolas II lance une guerre perdue d'avance contre le Japon. Cette défaite cristallise tous les troubles sociaux et politiques du pays. Le dimanche 9 janvier 1905, à Saint-Pétersbourg, une manifestation pacifique d'ouvriers menée par un prêtre orthodoxe est réprimée dans le sang par l'armée du tsar. Cet événement traumatique va marquer le monde communiste à jamais et va porter le nom de Dimanche rouge. C'est un événement si important que 50 ans plus tard, en 1957, Shostakovich lui dédie une symphonie. Précurseur de la musique moderne, il s'intéresse autant aux musiques populaires qu'à la musique de film. Toute sa vie, il a subi la censure communiste et doit s'adapter pour composer une musique comme il le souhaite. Ainsi, la symphonie numéro 11 qu'il sous-titre l'année 1905 est composée de 4 mouvements, contrairement à la symphonie classique, et dépeint cet événement tragique. Chaque mouvement représente un moment du Dimanche rouge. Pour composer sa symphonie, Shostakovich s'inspire grandement de musique populaire slave qu'il incorpore à sa musique savante. Shostakovich cherche à représenter des événements en musique. Néanmoins, les notes ne sont pas des mots, et il est donc parfois difficile de désigner précisément ce à quoi on veut faire référence. Pour remédier à ce problème, Shostakovich utilise des techniques non musicales. Il donne donc un titre général à son œuvre et un sous-titre à chaque mouvement. Le premier mouvement s'intitule La place du Palais et décrit l'arrivée des manifestants sur la place du Palais d'Hiver. Le deuxième mouvement, le 9 janvier, décrit la violence du massacre et l'échec de cette révolution en 1905. Le troisième mouvement, Mémoire éternelle, aborde le choc et l'horreur qui suivent ce drame. Le dernier mouvement sonne le tocsin en faisant entendre des chants révolutionnaires. Ainsi, Shostakovich alterne entre moments narratifs et descriptifs. Tout au long de l'œuvre, les cuivres sont associés à l'armée. Et dans le 9 janvier, les percussions sont mises en avant pour représenter les tirs. Puis, le registre aigu et les rythmes inégaux rappellent le cri de la foule et le chaos. L'atmosphère planante et l'absence de mélodie permettent de représenter la place du palais dans le premier mouvement. Les cordes et les trompettes en sourdine, qui semblent bien lointaines, rappellent la place vide avant l'horreur de la manifestation. A l'inverse, le troisième mouvement Mémoire éternelle se concentre sur les émotions et le recueillement des survivants. Sa forme est beaucoup plus narrative. Elle s'ouvre sur un calme qui représente le choc et l'incrédulité des personnages. Puis, elle laisse apparaître la souffrance expressive et l'horreur. Ceci est communiqué par un long crescendo qui mène à un accord très sombre joué par l'orchestre au complet. Enfin, on revient à un apaisement résigné. Le compositeur utilise également des procédés pédagogiques, c'est-à-dire qu'il relie une idée ou un protagoniste à une mélodie ou une harmonie. Par exemple, dans le deuxième mouvement, un enchaînement harmonique joué au trombone dans un rythme syncopé évoque les gardes du tsar. Il réutilise ce même enchaînement dans la suite du mouvement, mais avec beaucoup plus de dissonance. Ainsi, on comprend que la situation évolue sur la place du palais et que les gardes sont en train de réprimer violemment la manifestation. Shostakovich adapte donc ses techniques de composition aux événements qui se déroulent sur la place du palais. C'est grâce à tous ces procédés que sa musique est parfois surnommée la musique de film sans le film. En plus de composer une musique de film avant l'heure, Shostakovich profite de cette symphonie pour mêler des musiques savantes et populaires. Tout au long de l'œuvre, il utilise des chants populaires orthodoxes et communistes pour ancrer son propos avec plus de véracité. En voici quelques exemples. Le chant des survivants a été utilisé dans le second mouvement et a été écrit après les drames. Le chant des martyrs est utilisé pendant le troisième mouvement et il a aussi été inspiré par le Dimanche rouge. Et c'est inspiré dans un chant liturgique orthodoxe ancien titulé Mémoire éternelle, comme le troisième mouvement.
Et le dernier, il utilise dans les derniers mouvements un chant intitulé Honte à toi, tyran. Cependant, il ne les incorpore pas seulement à l'état brut, mais il les associe à son langage personnel avec un certain nombre de procédés propres à la musique savante, comme la variation. C'est une pratique très importante dans la tradition de la musique classique européenne, le fait de prendre un élément musical et le modifier en faisant en sorte qu'il soit encore reconnaissable. Chez Shostakovich, variation est souvent synonyme de complexification. Par exemple, dans le thème des survivants, dans la première partie de ce mouvement, Shostakovich fait varier cette mélodie par le timbre et l'effectif, c'est-à-dire qu'on change de famille d'instruments. Il reprend cette mélodie d'abord aux cordes avec les violons et les contrebasses, ensuite dans la famille des bois avec la flûte et les clarinettes, et enfin avec les cuivres, dont le trombone et la trompette. En guise de transition et de contraste, Shostakovich n'hésite pas à écrire dans un style quatuor accompagné des percussions. Le troisième mouvement s'ouvre sur le chant des martyrs. Ce chant est repris par les violons dans son état original, mais les contrebasses font des notes qui ne font pas partie de l'harmonie. Il est donc plus complexe que le chant original. Shostakovich mêle ici clairement son langage moderne avec une musique populaire. Les dissonances et les tensions harmoniques permettent d'affirmer la douleur, en étant un mouvement qui prend ensuite une apparence de marche funèbre. Shostakovich a toujours combattu la censure. Après la Seconde Guerre mondiale, il écrit la symphonie numéro 9, une œuvre parodique et volontairement ridicule, alors que le pouvoir lui avait commandé une œuvre glorieuse à la gloire du pays. Il avait failli être exécuté pour cela. Ainsi, plus tard, dans son œuvre, il doit être bien plus subtil dans sa critique du pouvoir. Il utilise différents procédés pour cela. Le chant Mémoire éternelle, qu'il utilise au troisième mouvement, est un chant religieux orthodoxe traditionnel, et cette utilisation est paradoxale, car le pouvoir communiste combat ardemment la religion. Il utilise des chants communistes à coloration révolutionnaire. Toutefois, il leur enlève leur dimension héroïque et pleine d'espoir. En effet, dans le troisième mouvement, nous avons parlé de l'utilisation du chant des martyrs. Le chant originel a une deuxième partie héroïque car elle module dans la tonalité relative majeure. Toutefois, l'auteur, Shostakovich, refuse cet expressionnisme typique post-romantique russe. L'harmonie ici est complexe et sombre, ironique dans la forme, sans espoir dans le fond. On peut aussi retrouver cette ironie et ce cynisme dans l'orchestration très particulière de l'œuvre. En effet, Shostakovich fait appel à des sonneries de cuivre pour évoquer la cavalerie ou encore aux percussions pour évoquer les combats et les tirs. Ce sont des poncifs de la représentation musicale. Par exemple, dans son ouverture 1812, Tchaïkovski va jusqu'à utiliser des canons pour évoquer la grandeur de l'armée. Toutefois, il n'y a ici rien de grandiose. Shostakovich ne décrit rien de grand, mais la dépeint d'un œil pessimiste. Dans les passages de climax, l'effet grandiose rappelle les chœurs de l'armée rouge, mais il s'en éloigne pour les raisons que nous avons vues. De plus, les pizzicato, répétés au mouvement 3, ont un effet lourd, presque comique. Pour finir, l'auteur nous livre une vision désabusée, cynique du monde à travers l'usage de la répétition. En effet, les mélodies reviennent de manière lancinante, comme un chant de deuil qui se répète à chaque révolution. Les successions d'accords très sombres également montrent cela.
Et dans le troisième mouvement, le mouvement désordonné des pizzicato, répété en boucle, montre une forme de chaos qui est toujours présent. Et quand on sait que Shostakovich écrit sa symphonie en 1957, un an après la révolte hongroise de 1956 matée dans le sang, à l'image du Dimanche rouge, on comprend que l'auteur ne peut plus croire que l'utopie des peuples est possible, comme si le régime communiste n'était pas si différent du tsarisme.